Bonjour, voilà notre deuxième partie consacrée à la philosophie de Georges Hans Gadamer, intitulée La philosophie de Gadamer entre interprétation ontologique et fondation éthique. Deuxième partie, la dimension cachée du monde humain. On ne saurait cependant s'en arrêter là. Ce serait faire de la philosophie herméneutique un simple antipositivisme dont l'objectif consisterait à extraire les sciences humaines de modèles épistémologiques des sciences de la nature ou à construire une autre méthodologique pour les sciences de l'esprit, disons un simple théoricisme, une épistémologie qu'elle est cependant aussi. Néanmoins, la philosophie herméneutique se veut encore autre chose. Elle veut profiler une véritable pratique de la compréhension destinée à redonner du sens à notre existence. Au demeurant, elle est consciente du fait qu'il ne suffira pas de faire des prescription de déclamation à la science ou aux experts pour qu'ils rendent une partie de leur pouvoir. Ils n'obéiraient pas à des injonctions. Il importe par conséquent de se placer en résistance, de déployer une nouvelle disposition d'esprit opposée à la prétention à l'universalité affichée dans les sciences. Cette nouvelle disposition d'esprit se propose de discerner une expérience de vérité qui dépasse le domaine contrôlé par les sciences et la méthode. Elle va à la rencontre d'expériences situées hors des sciences, relevant d'une conscience herméneutique qui se rend capable de saisir la dimension herméneutique du monde humain. On pourrait affirmer ici que Gadamer ne fait pas autre chose que de rendre justice à l'une des formes possibles de la formation humaine. Si on garde à l'esprit le sens allemand et l'importance du terme building, et plus spécifiquement, rend hommage à une forme contemporaine de building appuyée sur une visée interhumaine, attendu que le modèle de sciences de la nature a excellé les sciences humaines, c'est la building. Non, la répétition d'un savoir et cette building doit amener à un sens commun permettant de déployer l'existence morale et historique des hommes. Gadamer reprend donc maintenant le débat sur un autre plan. Sur ce dernier, celui de la formation du langage qui relie les hommes entre eux. L'objectif est, rappelons, de dégager la possibilité d'une authentique relation de vie entre les hommes et de l'inscription des hommes dans un cadre caractère historique de signification. Cette relation de vie building par opposition au formalisme spectateur imposé par les technosciences doit comporter des liens, des dialogues, de la continuité, de l'unité. Si la notion de formation est totalement liée en contexte germanique et à celle de culture, à l'opposition avec la nature, Gadamer lui offre désormais un champ plus vaste en faisant remonter la Genèse à la mystique allemande et en lui conférant la signification d'une dynamique d'élévation. Il en retient essentiellement le côté processual, la formation humaine, parfois à soi et rapport à l'autre, ne saurait s'accomplir de manière mécanique. Elle n'a pas de but extérieur, quoiqu'elle ne se réalise que sous couvert d'une dimension cachée, disons dans un contexte milieu, un milieu qui en est la condition puisqu'il s'agit du langage. On dira donc assez justement que pour Gadamer, il existe une dimension cachée à l'humanité, une dimension qui joue le rôle d'un véritable a priori jusqu'à alors ignorer cette dimension. Le langage correspond à une structure fondamentale de la socialité humaine.
C'est cette dimension cachée qu'il nous faut retrouver maintenant, retrouver ensemble le seul véritable universel, le langage dans lequel nous gardissons, nous parlons et nous nous entendons les uns avec les autres en agissant sur nous-mêmes, sur notre monde. Ce langage, il n'est pas question de la rencontre par l'intermédiaire des linguistiques et de la philosophie de langage, représente en Allemagne car sa source par Humboldt. Euh, L'herméneutique est la source de la découverte elle-même et celle du langage en tant que gage d'un rapport inéluctable autour de notre être dans le monde. Le langage est un milieu contradictoire, il contient une interprétation du monde et imprime en nous par sa provenance, par la tradition, par les préjugés aveugles de la société, par les conditions de la vie historique, des éléments qui fonctionnaient comme des préjugés. Mais surtout, il appelle chacun au dialogue. À ce titre, le langage comme tel ne contient pas des critères, des points de départ permettant de célébrer des préjugés ou de transformer le monde pour réaliser ce que doit être, mais dans le langage advient le dialogue. Et c'est ceci au sens de où le dialogue contribue à des signes entre les hommes, un processus de compréhension entente. Toute véritable conversation implique donc que l'on réagisse à ce que dit l'autre, que l'on fasse vraiment droit à ce point de vue, que l'on se mette à sa place au sens où l'on veut comprendre non pas l'autre même comme individualité, mais ce qu'il dit. Encore ne peut-on croire maîtriser la compréhension au point de croire en voir fini avec elle. D'autre part, parce que le maîtrise technique de comprendre qu'on nous propose le savoir, ajuster le sens plutôt que de le relever, d'autre part parce que c'est aussi le sens de notre finitude que de savoir qu'il n'est pas de fin. Il faut donc renoncer aux conceptions instrumentales de la compréhension et élaborer une philosophie qui le dépasse, une philosophie qui offre une juste conscience historique, détermination souterraine de sens et qui ont nous obligés à nous ouvrir à ces dialogues avec les autres. La compréhension devient une pratique, une éthique qui n'a pas d'autre fondation à offrir que l'effort constant de découvrir que de sens passe, en quoi le langage est le médiateur de l'expérience herméneutique, d'une nouvelle expérience de la vie et de rapport aux autres, qui est en réalité une expérience originaire et fondatrice, malheureusement masqué par le modèle d'expansion scientifique de la culture. Le langage n'est pas une puissance dont nous nous rendons maîtres, mais un milieu que nous formons et que nous on met en relation. Le langage est le milieu dans lequel s'est réalisée l'entente entre les partenaires et l'accord sur la chose même. Dans un bel élan de synthèse des apports de la philosophie herméneutique ou de ce qui est relu comme tel par Gadamer, l'auteur regroupe en ce point de départ le vertu du langage, cette condition de dialogue herméneutique, former un milieu commun, véhiculer la tradition, faire coexister le passé et le présent, notamment par l'écriture et l'acte de lire le texte ancien, permettre le dialogue et la fusion des horizons, engager les interlocuteurs dans un nouveau mouvement productif, questionner, répondre, les obliger à retrouver une langue de référence, entrer dans des processus de compréhension ou trouver comment se réalise l'opération de compréhension et réaliser l'acte de compréhension en maîtrisant l'interprétation. Tels sont les éléments centraux des processus herméneutiques tels qu'on peut d'ailleurs les extraire de études littéraires. Cette prééminence fondatrice de la dimension langagière dans l'humain. Voilà la quatrième partie, une utopie herméneutique. Qui veut dire, selon Gadamer, non seulement la distance
c'est creusé par positivisme, mais encore le point de vue ouvert par Gadamer sur le langage est très éloigné de préoccupations habituelles linguistiques. On le voit fort bien dès lors qu'il est question de relier langage et expérience. La langue ne se réduit pas à une des facultés dont est équipé l'homme qui est au monde, sur celle qui repose. C'est tant tel que se montre le fait que les hommes ont un monde. Ceci acquis, une question demeure en vue de quoi cette perspective de fondement. La réponse est contenue dans la démarche elle-même, en vue de retour sur soi, en vue d'une expérience de degré supérieur, concluant la double mouvement jusqu'ici, la dénonciation de dogmatisme positiviste séparateur et rétablissement du dialogue herméneutique de l'homme avec lui-même et avec les autres, sous la puissance de restauration de l'unité humaine originelle perdue par-delà les divisions et séparations des hommes. Nous venons de voir en effet que le langage manifeste cette puissance inouïante de l'or, sa réhabilitation herméneutique réussit le langage et la condition herméneutique de base à partir de laquelle construire notre monde et notre existence. Encore faut-il que cette constitution langagère de l'humain ne satisfasse pas de délivrer des aliénations scientifico-techniques en le soumettant à d'autres aliénations, celles que le langage lui-même peut produire. Certes, le langage peut libérer l'homme à l'égard de son environnement, le monde ne sont pas les choses. Et on se souvient du fait que la constitution de langagère du monde humain ne signifie pas que la conduite de l'homme envers le monde soit enfermée dans ce nouvel environnement qui est le langage lui-même. Par le langage, l'humain se lève au-dessus de la pression du monde. Il nomme les objets et s'assure d'un pouvoir souverain sur le monde, une prise sur les choses. Mais on peut aussi soupçonner que le langage renferme l'homme à un autre titre, en l'enfermant dans le préjugé que lui offre l'énonciation. Nous parlons dans un langage que nous apprenons en nous soumettant aux expériences acquises, qu'elle manifeste. Cette question de préjugé est toutefois un rien délicate, car ces termes au sens historique et un sens herméneutique le sont ici, du côté des considérations philosophiques, pourtant décisifs, portant sur la notion de sens commun et du jugement réduisant sur ce point. La démarche de Gadamer à l'essentiel, c'est que dans le langage, il lui importe ce qu'il dessine une trame solidaire entre les hommes, au point de s'imposer à tout, de dessiner entre eux un réseau de soucis de l'utilité commune. Si dans un premier temps, pour chacun, pouvoir parler correspond à la capacité de se lever au-dessous de ses propres limites, ainsi la possibilité universelle de dialogue humain, de la parole l'un avec l'autre, et l'un en face l'autre, implique un rapport à la raison. Pardon, milieu commun à tous les hommes dans lequel ils se comprenaient et où se réalise en quelque sorte l'intuition. Cette intuition forme de la conscience, n'est pas un moment de la connaissance, comme chez Descartes, mais le moment essentiel de l'expérience herméneutique. L'intuition est le signe de notre engagement préalablement à toute expérience dans un réseau de préjugés communs à un ensemble d'humains. On le voit que préjugé a un sens positif en philosophie herméneutique. Bien sûr, rappelle Gadamer, on peut entendre ce terme dans la perspective de la philosophie de Lumière. Alors, évoquer le préjugé, c'est désigner des instances de discours qui ont la propriété de masquer la vérité et de soumettre le propos à des systèmes d'autorité publique, royale
Mais Gadamer propose une autre définition et une autre conception de préjugé qui, au passage, n'oblige pas à renoncer à l'autorité. Si on accepte de moins distinguer autorité et autoritaire en évitant de faire l'impasse sur le contexte allemand nazisme, dans lequel une telle distinction s'amène. Le préjugé constitue la ligne de notation préalable et provisoire rendant possible toute notre expérience. Le préjugé est pratiquement défini ici comme une structure transcendantale, une prévention qui marque notre ouverture au modèle, une condition que nous permet d'avoir d'expérience et grâce à laquelle ce que nous rencontrons nous dit quelque chose. Car en définitive, ce qu'on porte à Gadamer, c'est de réaliser une sorte d'utopie herméneutique. Elle consiste à faire fond sur le langage dans sa vertu anti-solipsiste, considérée comme facteur d'unité. Le langage n'a sans être véritable que dans le dialogue, c'est-à-dire dans la mise en œuvre de l'entente. Qu'est-ce qu'une entente? Un processus vivant dans lequel s'exprime une communauté de vie. Ce que nous ramène au comprendre, c'est que qui signifie aussi faire preuve de compréhension envers quelque chose. Ainsi donc, la capacité de comprendre est-elle une euh, détermination fondamentale de l'homme sans laquelle il ne peut vivre avec autrui. Nous voilà au terme du parcours. La philosophie de Gadamer débouche donc sur une éthique de langage et pourquoi pas de sa fonction maïtique. D'une façon évidente, la philosophie herméneutique a tenté une réconciliation entre le logos et l'éthos. Le langage est un centre où le moi et le monde fusionnaient bien plus où il s'est présenté dans leur mutuelle solidarité originelle. Le langage nous engage dans une totalité de sens mouvante, historique, mais surtout non solipsiste. L'herméneutique de Gadamer s'achève ainsi en une hermétique historique qui est à la fois un logos, un organon du son de l'esprit, et un ethos, une éthique de l'existence historique. Euh, voilà, la quatrième partie est terminée. La cinquième partie, un paradigme esthétique. La restitution précédente de grandes lignes de la philosophie herméneutique est assurément terminée. Rétablir un monde viable entre les humains, restituer l'état originel d'unité, tel est en réalité l'objectif de Gadamer, que toute son herméneutique présuppose tacitement. Une telle herméneutique repose en outre sur une médiation, celle du langage. Dira-t-on alors que la philosophie herméneutique constitue une des résultats possibles de ce qu'il est convenu d'appeler le tournant linguistique. Gadamer est assez subtil pour éviter ce genre de piège. À juste titre, il rappelle que la philosophie est toujours aussi une critique du langage. Et ceci depuis Socrate. Sur le plan du langage, c'est que l'intérêt se tient au moins à une métaphysique de tout langage qu'à une analytique envisageable des rapports constitutifs du langage. De là, sa réaction à l'égard des fonctions du jeu et du tu dans la philosophie de Martin Buber. Ce parti pris a pour avantage de prendre le langage au sérieux non comme structure utilitaire de communication, mais comme fond essentiel. Le langage détermine une grille d'appréhension du monde dans laquelle les personnes engagées des rapports complexes est infinie, ce qui devient ici compréhension ou signification pour peu qu'on entende par là des processus infinis. C'est en ce point qu'il faut être attentif à toute autre chose, et notamment à la manière dont Gadamer insiste constamment sur le phénomène esthétique, le plus souvent convoqué afin de revenir sur la question du langage et de l'art de comprendre. Autrement dit, la perspective langagière est massivement construite par Gadamer par analogie à partir d'un paradigme esthétique correctement ancré dans l'analyse de la lecture du texte, bien sûr, pour des raisons qui tiennent à l'histoire de l'herméneutique au romantisme aussi et dans l'étude plus spécifique à Gadamer, des rapports divers entretenus
par le spectateur avec l'œuvre d'art cathédrale, dimension européenne, tableau, etc. L'art passe alors dans cette philosophie pour un modèle analogique de référence, car ce n'est pas non plus une esthétique ou une philosophie de l'art. Il permet de développer un concept de connaissance et un concept de vérité, qui sont ceux de connaissance herméneutique, non plus ceux de positivisme. Car non seulement l'art, l'œuvre, ne se laisse pas dominer par la science, sous-entendu le savoir esthétique positiviste, mais de surcroît dans l'expérience esthétique nous avons immédiatement affaire à des vérités qui outrepassent le domaine de la connaissance. L'œuvre d'art développe une vérité à laquelle il importe de participer et dont il n'importe qu'elle soit seulement reçue, de même que l'ordre de la compréhension renvoie à la participation à une unité originaire. Si l'on s'en tient à l'essentiel, ce paradigme, par conséquent, sert à ouvrir le chemin sur lequel devrait surgir une signification plus appropriée des sciences humaines. Pour comprendre cela, il convient avec Gadamer de revenir à Kant, à sa critique des facultés esthétiques du juger. Cette critique montre ceci, que le jugement de goût n'est pas un jugement de connaissance tout en s'affichant universel. On voit comment Gadamer peut utiliser un tel résultat. La leçon qu'elle en tire est celle-ci: il existe un registre de vérité dans lequel la part de la méthode positiviste est nulle et qui dessine pourtant une forme d'unité a priori, quoique sans existence effective. Là, Kant aurait eu à cet égard une intuition herméneutique décisive, mais inaboutie parce qu'il n'a pas saisi comment réapprendre à partir de l'art ce qu'est la vérité. Avant tout, il faut détruire la conscience esthétique, celle qui ne considère les œuvres que comme des objets esthétiques en faisant abstraction de leur portée morale et historique. Elle impute les œuvres, elle impute les œuvres de leur message. Marlowe ou encore le tableau avec le cadre qui l'isolait et favorisait l'art pour l'art. L'art est au contraire une expérience de vérité, en un sens non épistémologique, d'où le fait que Gadamer aime et préfère autre l'architecture toujours liée à un contexte urbain, à une destination, et l'art tragique, les œuvres allégoriques, celles qui pratiquaient l'écriture cryptée, renvoyant à une autre chose qu'elle-même. On ne doit pas manquer ce que l'art a de précieux, son expérience de réalité dans sa totalité, l'art et expérience de l'être. Les grandes lignes de cette orientation font évidemment preuve d'une grande cohérence. Il convient cependant les plonger, car Gadamer tire encore autre chose de l'art. En particulier, il en tire l'idée relativement aux œuvres, maintenant que le rapport du spectateur à l'œuvre d'art peut servir de modèle à la théorie de la compréhension, à la théorie d'un rapport infini de signification entre les personnes et les choses qu'elles créent. Et si ce rapport contribue fort bien à élaborer une éducation par l'art, non une éducation à l'art que nous ramènerait sur le plan du positivisme. Alors, l'herméneutique dispose d'un support ou d'une justification. S'ensuit tout un travail de Gadamer portant sur la signification herméneutique de l'œuvre d'art. Refus d'un sens objectif de l'œuvre, pluralité infinie de signification, lecture immédiate, historique, etc., fonction du jeu, difficulté dans l'approche de l'œuvre, autant de thèmes qu'il développe avec précision, orientant son commentaire sur l'attitude d'interprétation qu'offre toute œuvre d'art au terme de la démarche d'un concept classique reprend de service le concept de jeu dont le ressort est nettement polémique puisqu'il s'agit de dire en lui l'opposition entre clôture d'une vérité unique assignable scientifiquement et ouverture infinie d'une vérité herméneutique.
Chez Gadamer, le jeu sur ce monde est à la fois à la genèse de l'œuvre et au principe de sa lecture. Bref, le jeu sert de fil conducteur à la découverte de la vérité esthétique. Car dans le jeu, nous sommes joués, donc pas de jeu, pas de sujet conscience. Comme dans la compréhension, le sens circulant, on est dépassé par lui, mais on y reste en même temps. Mais cela constituerait une restriction injustifiée de croire que le projet de Gadamer reste pris dans une esthétique. Le concept de jeu mis en relief, Gadamer a obtenu ce qu'il cherchait, un soutien pour une définition hermétique de la vérité et de l'attitude de compréhension dans les sciences humaines. L'application du concept de jeu au comprendre nous ramène à l'objectif premier, redonner à l'encontre de l'attitude positiviste une importance humaine particulière aux sciences humaines. Ces sciences n'ont d'intérêt herméneutique si elles cessaient de soumettre à la méthode pour mieux entrer dans le champ de la vérité. Entendons par là, nous amenons sur un chemin sur lequel, s'agissant de l'expérience humaine, nous ne nous confrontons à nos œuvres que pour revenir sans cesse sur nous-mêmes. L'expérience hermétique du monde est une expérience de rappel incessant de ce que se joue dans le jeu par lequel nous enrichissons en permanence le sens de nos actions. Maintenant, conclusion par les deux parties de l'intervention. S'il est vrai que l'importance d'une œuvre se mesure à sa capacité à nous instruire de quelque chose, par exemple sur notre prison, est assez de déplacer tout un champ de problèmes admis pour nous faire découvrir une véritable terra incognita. L'œuvre de Gadamer est importante sur le premier plan, moins sur le second. Nous nous trouvons devant une œuvre somme toute classique, critique du positivisme limité et rétablissement d'une perspective infinie, dont le pouvoir de clarification tient à tout la tradition philologique post-husserlienne, dans la mesure où elle assume sa relation à Kant. Cela dit, l'auteur projette certes une lumière particulière sur le champ des sciences humaines, mais il reçoit la compréhension comme une forme de régulation du lien social qui fait largement fi de problèmes sociaux et politiques. Tout part chez lui d'une idée directrice héritière. L'homme veut-il autre chose que le savoir qu'on se fait? Et tout s'arrête devant la scène réelle de l'histoire qu'il n'arrive pas à exhumer dans des termes neufs. D'autant moyen que l'histoire est chez lui passée plutôt qu'à faire. Évidemment, il ne peut éviter de tomber dans le cercle herméneutique si souvent dénoncé curieusement par Heidegger, dont Gadamer se réclame sur certains points, mais aussi bien d'autres. Ce cercle herméneutique, où le va-et-vient de la compréhension repose sur le mystère de notre appartenance au langage, dans la mesure où l'herméneutique revient à comprendre ce que nous prend, à saisir ce qui est depuis toujours nous saisit. Il n'y a pas de compréhension sans anticipation, interprétation, pas d'interprétation sans compréhension. Ce n'est pas tant qu'on présuppose ce qui doit être démontré, car on ne serait dans un cadre épistémologique, mais la compréhension repose sur le présupposé de sens et en même temps procède de l'anticipation de celui-ci. Il faut une précompréhension que pour la compréhension est liée. Mais surtout, il y a aussi au cœur de cette philosophie les deux d'enfants auxquels nous pouvons rien. Les lois fondamentales de notre être soustraites à notre arbitraire et qu'il ne nous appartient plus de faire mais d'honorer. Dans les dernières années de sa vie, Gadamer avait continué de prendre position sur le développement du monde, donnant notamment des conférences
ou recevant des interlocuteurs pour des entretiens dans sa maison de Heidelberg. Un volume d'entretien avec son élève, traducteur, le professeur de philosophie italien Riccardo Dottori, et encore paru à l'occasion de son 102 anniversaire en février. Dans cet ouvrage intitulé La leçon du siècle, Gadamer a retracé dans son ensemble son développement philosophique au cours du XXe siècle. Voilà, notre intervention dans 2 parties est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.